quoi ta couleur préférée? J'ai changé de truc. Dans entre guillemets ma carrière, ça va pas quand je fais face à des échecs, parce que tout le monde professionnellement fait face à des échecs. Je repense à ce petit gars d'il y a 4 ans qui se battait, qui étudiait dans les toilettes du train et qui parfois ça ne fermait pas, donc je tenais la clinche comme ça pendant 1h30. Je repense à lui, je me dis, pour lui tu peux pas laisser tomber, pour lui tu peux pas avoir de moment down et tout. Moi je pense mon meilleur soutien, et c'est pas égoïste de le dire ou de autre chose, mais mon meilleur soutien c'est entre guillemets moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un peu une vanne, mais je finis chacun de mes spectacles par me remercier moi-même, mais je le pense un peu, parce qu'en vrai, tu vois, on a tendance un peu dans notre société à dire que c'est toujours la faute des autres quand un truc se passe. En fait, on repousse toujours la responsabilité. Ouais, si ce que je fais ça marche pas, c'est parce que je suis pas assez soutenu. Ouais, si ce que je fais ça marche pas, c'est à cause de l'autre et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 90%, ouais, vraiment, 90% du temps, quand tu fais un truc et que ça marche pas, le seul responsable, c'est le gars devant ton miroir. Ouais, c'est le seul responsable, c'est toi. Et tu dois réfléchir. Et l'énergie que tu vas pas mettre à dire c'est à cause des autres, c'est à cause de Chick, c'est à cause de lui, parce qu'il a pas fait ça, parce que vous partagez pas, parce que vous êtes des rageux. Et si tu prends cette énergie et que tu réfléchis à comment améliorer ton bail, ça va marcher. Je suis tout à fait d'accord, je pense pareil. Peux-tu m'expliquer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui est Salim Chedi? Enchanté déjà, si vous ne me connaissez pas, remettez-vous un peu à la page. Mais je suis humoriste depuis quelques années, je fais des vidéos sur Internet, je suis animateur radio aussi. Je suis étudiant aussi, donc je suis beaucoup de choses. Ah ouais? Je suis vraiment beaucoup de choses. Et ta particularité principale, c'est quoi? En vrai, je dirais que ma particularité principale, c'est l'humour, parce que je pense que c'est pour ça que les gens me connaissent le plus, et que c'est pour ça que les gens me suivent le plus aussi. Je pense vraiment que c'est ça. Et je pense que c'est ça qui est ma petite touche en plus à la radio, et que c'est pour ça que je suis animateur radio. Donc je pense que ouais, c'est vraiment pour l'humour que les gens me connaissent le plus. Tu te souviens du moment où tu t'es dit, ouais là, je veux vraiment devenir comédien? Ouais, je m'en souviens un peu. En fait, c'est arrivé très tôt. Moi, je pense que c'est dès que j'ai eu 8 ans, vraiment 8 ans, que j'ai voulu faire ce truc-là. J'en parlais il y a quelques temps avec ma mère qui me disait, moi, je me souviens pas de toi, qui a eu envie de faire autre chose de ta vie. Donc ça arrivait très tôt. Moi, je pense que c'est vraiment quand j'ai vu, comme beaucoup de gars de ma génération, Jamel et Gad à la télé, et qui dit, il y a des rebeux qui sont en train de remplir des salles. Et que c'était... En fait, tu vois, à l'époque, je pense que c'était la première fois que je voyais un arabe réussir, tu vois. Donc je me suis peut-être inconsciemment dit, le seul moyen qu'on a de réussir, c'est de passer par cette voie-là, c'est d'être marrant, d'être sympa et tout. Maintenant, je me rends compte que pas d'ouf, tu vois, parce qu'il y a plein d'autres bugs qui réussissent de plein d'autres manières, mais à l'époque, les seuls qui étaient médiatisés, c'était ça, tu vois. Et maintenant, on brille dans plein d'autres domaines, et c'était déjà le cas à l'époque, mais c'était moins montré. Donc je pense que j'ai vu ça quand j'avais 8 ans, je me dis, je veux être comme ces gars, tu vois. Parce que sûrement regarder tout ce qui est la série H. Ah, bien sûr. Ouais, je me souviens, j'ai tous les DVD et tout. C'est une folie. J'ai vu Rick et Ramsey il y a pas longtemps. C'était dur de pas leur en parler. Parce que je me dis, on doit leur en parler tout le temps. C'est chiant, tu vois. Tu les as vus il y a pas longtemps? Ouais, je les ai vus il y a pas longtemps. Je les ai croisés. J'ai un peu discuté avec eux. C'est vraiment des gars cool. Et je suis vraiment dans un métier où rencontrer ces idoles, c'est bien parce que pour le moment, j'ai jamais été déçu. Tous les gars que je regardais quand j'étais petit, je les ai croisés, c'est tous des gens géniaux qui m'ont beaucoup inspiré, tu vois. Nawel Madani par exemple, j'en parle souvent mais c'est impossible de ne pas parler d'elle. En Belgique et dans ma carrière, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et elle est extraordinaire, que ça soit sur scène ou que ça soit sa personnalité, elle est extraordinaire. Qui je peux te citer d'autres? Cody pareil, il est extraordinaire. Jérémy Farari, il est extraordinaire. Hakim Gemili, j'ai fait sa première partie il y a quelques temps, c'est un gars extraordinaire. Plein de gens comme ça, tu vois, surtout Hakim, comme je le disais, c'est un rebeu qui a réussi à l'époque de YouTube, tu vois, qui était dans le Whoop, je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me souviens, ouais. Avec Mister V et tout, mais il a réussi et c'est un gars avec qui je m'entends super bien, tu vois. Et Jamel Debbouze, tu l'as déjà rencontré aussi? Pas encore, malheureusement. Pas encore? J'aimerais beaucoup, mais pas encore. Bientôt. Bientôt. Est-ce que ton entourage comprenait à l'époque ton choix de devenir comédien? Quand t'as 8 ans, c'est compliqué, parce que d'habitude, tout le monde dit je veux être pompier, astronaute et tout, et toi, t'es là, je veux faire des blagues. C'est pas toujours facile, mais moi, mes parents, je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient un peu du mal. Et c'est normal, parce que t'as envie, ton fils, il a très envie de faire un métier, entre guillemets, qui est sûr, tu vois. Que ça soit banquier, comptable, médecin, un truc que t'es sûr que ça va rester demain. Alors que là, je vais pas me mentir, pour le moment, Dieu merci, ça se passe bien. Mais peut-être que demain, c'est fini. Et je pense que mes parents, à l'époque, ils ont beaucoup voulu me protéger, ce qui est normal. Et ils étaient en mode, d'accord, c'est bien, mais il faut que ça reste une passion. Faut pas que ça prenne trop de place dans ta vie et tout. Et je pense qu'ils espéraient secrètement que je passe à autre chose. J'aimais passer à autre chose. Tu as commencé par quoi réellement? Moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet quand j'avais 14 ans, je crois. Parce que j'avais pas encore assez de vécu que pour faire du stand-up de qualité, et qu'à l'époque, ça devait être en 2015, ouais, c'était en 2015, c'était
premiers trucs qu'on voyait. C'était un peu les moyens de démarrer. C'était sur Vine à l'époque. Je sais pas si tu te souviens de Je Vine. me souviens, ouais. C'était un peu les seuls moyens qu'il y avait à l'époque. Et mes premières vidéos, elles sont très, très, très gênantes. Et tu faisais quoi? Je faisais tu vois, c'est le genre de souvenir, t'as envie qu'il soit supprimé de ton cerveau, mais Elle est encore sur YouTube? c'est sur Insta. Ah, c'est Insta, ouais. Tu sais quoi, je pense que je l'avais archivé, Ouais. mais que maintenant je l'ai remis il n'y a pas longtemps, et je pense qu'elle est disponible. Si vous voulez la voir, malheureusement, elle est disponible. Bon, on va essayer d'aller revoir ça. T'es pas obligé à mettre. Franchement, t'es pas obligé. Je vais quand même essayer, tu me connais. Et en fait, tu as commencé par quoi? D'abord des vidéos sur YouTube, et puis comment est-ce que ça se passe comment? Si moi demain je veux devenir comédien aussi? En plus, c'est vrai que je crois que tu serais un très beau comédien. On m'a déjà Parce dit. que t'es très beau gosse. On m'a dit que je suis quand même fort dans les trucs comme ça. Mais toi, si demain je voudrais me lancer ou quelqu'un d'autre, comment est-ce que je ferais? En fait, je pense pour moi, le seul secret dans l'humour, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vous le diront, le seul secret pour être drôle et pour ramener des gens, c'est être authentique. En fait, si les gens ils voient que vous êtes vraiment sérieux, que vous n'essayez pas de rentrer dans le rôle de quelqu'un d'autre, ou bien que vous n'essayez pas de copier quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, la sincérité, ça va se voir. Il y a plein d'humoristes qui ça allait bof dans leur carrière, et dès qu'ils ont décidé d'être vrais, ça a marché directement. Donc moi, je me rappelle qu'à l'époque, les premiers sujets dont j'ai traité, c'était des sujets qui me touchaient vraiment. Tu vois, c'était à l'époque de 14-15 ans, tu vois, l'école, le début des relations avec les filles et tout, 14-15 ans, c'est normal. Mais je pense qu'en grandissant, les moments où ça a moins bien été dans ma carrière et les moments où maintenant ça va, c'est parce que je suis vraiment sincère et que je suis vraiment qui je veux être et que sur scène, je traite vraiment des sujets que je veux traiter. Et moi, comme je fais de l'humour noir, qui est pas le plus facile des humours, bah, c'est ça qui m'a toujours poussé. C'est à chaque fois que j'ai vu un truc triste, c'est de pouvoir l'écrire. Le premier sketch que j'ai écrit, c'est sur la mort de mon grand-père, mais c'est parce que la mort de mon grand-père, ça m'a vraiment mis très mal, tu vois. Et j'ai été mal pendant des mois. Et je me suis dit, peut-être que si j'en parle sur scène, les gens vont se retrouver. Et oui, on a tous déjà perdu des gens. Donc c'est normal que les gens ils se retrouvent dans la mort et dans le deuil. C'est ça qui a été vraiment... qui a vraiment changé ma carrière, je pense, tu vois. C'est le fait de se dire, je vais parler de choses qui sont tristes, mais qui sont vraies. Mhm. Donc, si je devrais commencer demain la comédie, il faut que je reste authentique. Je vais dire, s'il faut que je commence la comédie demain, il faut que je tue mon grand-père. Fou, là. Il ne faut surtout pas que je fasse semblant de ne pas avoir un bras ou... Ah ouais, faut que tu fasses ça. Ça va pas. Ouais. Non, J'avais mais réfléchi à ça, mais ça n'aurait pas marché. de toute façon, ça se voit que t'es musclé. Ouais. Mais en vrai, je pense que ouais, si t'as envie de commencer l'humour et que t'es authentique, je suis sûr que ça va marcher. Et franchement, même si t'es pas très drôle, mais que t'es authentique, les gens ils vont kiffer ton personnage, ils vont kiffer ta personne et ils viendront te voir. C'est vrai. Est-ce que tu sais un peu me parler de tes premiers moments de scène? Ça doit être quand même très compliqué. Ouais, en fait, c'est compliqué parce que le passage de la scène le passage d'internet à la scène, il est compliqué parce que quand tu fais une vidéo pas drôle sur les réseaux, tu peux la supprimer 1 heure après quand ça a pas marché, personne l'a vu. C'est pas grave, tu vois. Mais quand tu fais une blague pas drôle sur scène, c'est trop tard. Ça doit être horrible. Tout le monde l'a vu, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de tester des trucs où je me dis, cette blague-là, mec, c'est le début d'une grande histoire. Ouais. Catastrophe, personne rigole, tu rentres après, tu réfléchis. Mais ouais, c'est ça, en fait, le premier passage, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour passer de l'humour d'Internet à l'humour de la scène, qui était très compliqué à l'époque, tu vois, qui était très différent. Moi, tu ne sais pas couper, là. C'est vraiment tout Non. qui est en live, donc... Tu sais pas couper. Et parfois, même quand je fais de l'impro et que les gens ils disent des dingueries, c'est dur, tu vois. Et comment tu fais pour gérer si tu lâches une blague, mais qui n'est pas drôle? Une blague ou un moment de ta scène et que tu t'attendais à ce que les gens rigolent et que tout le monde te regarde un peu... Tu veux que je te raconte une histoire? Vas-y. Une fois, je joue dans un endroit et c'était pas très loin d'ici, c'était à Liège. Et je parle à un couple, tu vois. La spéciale, ouais, bah depuis combien de temps vous êtes ensemble et tout. Ils me parlent un peu de leur relation et tout. Mais sauf qu'en fait, le hasard faisait que dans la même salle, il y avait son ex-femme. Et que son ex-femme, elle comprend dans la ligne du temps. Il dit bah ça fait 5 ans que je suis avec ma meuf, mais ça faisait 2 ans qu'il était plus marié. Ouais. Donc en fait, ça fait 3 ans 3 ans avant de divorcer, il avait déjà une autre meuf. Oh là là. Et la meuf, la femme, elle l'apprend devant tout le monde, tu vois. Donc la femme, elle se lève, elle pète un plomb. Ouais, pendant le spectacle. Ouais, t'es un menteur, comment tu peux faire ça? Oh, dans ton spectacle à toi? Dans mon spectacle à moi. Oh là là. T'es obligé de faire des pirouettes. Oh, là, Tu vois, parce que tu dois te retourner, quoi. ouais, mais après, je sais plus, j'ai développé un réflexe où, à ce moment-là, j'ai réussi à refaire une vanne, que la dame, elle s'est calmée, j'ai dit, ouais, vous vous arrangerez après, elle est restée, elle a écouté la fin du spectacle jusqu'à la fin, et après, ils sont expliqués devant, Ouais, tu vois. Après, ils sont expliqués devant. Mais en fait, c'est ça qui est dur. C'est que toi, tu dois gérer le fait que parfois, tu vas être un peu moins marrant, ce qui est normal, mais tu dois aussi gérer le fait que parfois, les gens, ils peuvent avoir des réponses de fou et faire des trucs de fou, tu vois. Est-ce que tu as aussi un moment où vraiment, là, t'as lâché une blague et tout le monde a rigolé dans un Oui, tous les soirs.
Ouais. Non, en vrai, Mais en vraiment, vrai- tu ressens quoi quand tu fais rire les gens comme ça et t'entends tout le monde rigoler? alors franchement, c'est une sensation que tu peux pas expliquer. En fait, c'est bizarre parce que il y a des jours où, comme toi, je suppose, j'ai pas envie d'aller au taf, tu vois. Ouais. J'ai pas envie d'aller au taf parce que j'ai eu une mauvaise journée, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, parce que dans ma tête ça va pas trop bien et tout. Pour X ou Y raison, j'ai pas envie. Mais en fait, à partir du moment où tu poses les pieds sur scène et que tu commences à faire rire les gens et que les gens aussi, ils ont passé une mauvaise journée, qu'ils avaient pas forcément envie de sortir et tout, mais qu'ils lâchent prise et rigolent avec toi, tu te sens tout de suite mieux, tu vois. En fait, l'humour, c'est bizarre parce que c'est à la fois très égoïste, parce que en fait, je fais ça pour moi, mais c'est altruiste aussi parce que tu fais ça pour que les gens passent un bon moment et les gens passent un bon moment, tu vois. Et cette sensation de vraiment, les gens, ça va. Une fois, j'ai joué et il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant bah, j'ai passé une très bonne soirée alors que j'ai perdu ma mère hier, tu vois. Et je me dis, la personne, elle n'a pas annulé ses billets, elle est venue voir mon spectacle parce qu'elle m'a dit, elle avait besoin de rire et merci, ça m'a fait du bien. Ah bah, cette sensation-là, elle est indescriptible. Ah, C'est incroyable. Moi, franchement, c'est incroyable. Comment est-ce que tu prépares tes rôles et tes sketchs? Moi, comme je t'ai dit, c'est un peu bizarre parce que mes sketchs, comme je parle de sujets qui sont tristes, j'attends qu'il m'arrive un truc triste pour en parler, tu vois. Et c'est pas bien parce que parfois, il m'arrive des trucs méga tristes, je suis en mode génial, j'ai un bête de sketch, mais en même temps, je suis pas bien. Et c'est ça qui est intéressant, même pas forcément des trucs tristes, tu vois. Moi, j'attends vraiment, j'aime pas écrire, il y a beaucoup d'humoristes, et je respecte, qui écrivent des sketchs sur des sujets genre le métro, leur travail et tout. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse parce que je trouve que c'est trop mainstream et que c'est des trucs qui ont déjà trop été faits. Alors que si tu vas vraiment au fond du cœur des gens et que tu regardes ce qu'ils ont vécu de triste, les caps importants, tu vois, comme avoir un enfant, etc., je trouve que tu te rapproches plus d'eux, c'est ça qui est bien. Donc, moi, je veux vraiment être proche de ça. Je veux vraiment tout faire pour toucher les gens et c'est comme ça que j'écris. Je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir toucher un maximum de gens, tu vois. Et aussi, comment est-ce que tu fais? Ça doit être quand même compliqué, tu vois, quand tu es comédien, comme des fois, exemple, tu fais une vidéo, comme tu as dit, elle marche pas trop, ou tu dois quand même avoir des moments compliqués. Tu fais comment pour gérer ça? Bah, en fait, c'est spécial dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui parce que j'ai eu une période où, quand tu essaies de percer, c'est compliqué. Tu vois. Quand tu essaies de percer, c'est pas toujours facile. Tu dois pas beaucoup dormir parce que tu dois aller à Paris. Moi, j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque, tu vois. J'ai été éduqué comme ça par mes parents. Mes parents, c'est des gens qui ont réussi tous les deux dans leur domaine respectif. Ils ont vraiment cartonné. Ma mère, c'est une sommité dans son métier, mon père aussi. Donc, financièrement, ça allait. J'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours fait des vacances de fou. J'ai toujours eu tout ce que je voulais depuis que je suis petit et tout. Mais ils m'ont éduqué dans toi, tu travailles pour ton argent, tu vois. En mode, je vais demander 500 balles à mon père, je vais jamais les avoir, mais jamais de la vie. Donc, Ben, c'est bien. c'est ça. Moi, je suis très fier de cette éducation parce que je pense que sans ça, ça m'aurait jamais poussé à faire de la scène aussitôt, à avoir aussi faim. Je vais te donner un bête exemple. Là, on est en 2025. En 2021, quand vraiment c'était ma première année de stand-up et que je devais aller jouer à Bruxelles ou à Paris, j'avais imprimé des faux posters A4 de la SNCB où il était écrit la toilette est en panne. Et je me mettais dans la toilette, je la fermais à clé et je collais le truc de la toilette en panne à l'extérieur parce que je pouvais pas payer mon billet, tu vois. Oh, Donc je faisais ça. ça, c'est vraiment Et j'ai resté- une bonne technique, ça. Je crois qu'il y en a qui vont la refaire. Le faites pas, le faites pas, le faites pas. Mais j'ai toujours 2-3 affiches chez moi au cas où si vous voulez. Mais parce que j'avais pas d'autres moyens, tu vois. Et de voir que maintenant tout commence à bien se passer et tout, c'est une folie. Donc moi, quand j'ai un moment où dans entre guillemets ma carrière ça va pas, quand je fais face à des échecs, parce que tout le monde professionnellement fait face à des échecs, bah, je repense à ce petit gars d'il y a 4 ans qui se battait, qui étudiait dans les toilettes du train et qui parfois ça ne fermait pas, donc je tenais la clinche comme ça pendant 1 heure et demie. Je repense à lui, je me dis, pour lui tu peux pas laisser tomber, pour lui tu peux pas avoir de moment down et tout, faut que tu continues à te battre, faut que tu sois encore plus fort et tout, tu vois. Et si tu aurais vraiment 3 conseils à donner à un comédien, Ouais. tu le donnerais quels? Vraiment les tiens, ceux qui t'ont vraiment aidé à toi. Si tu as vraiment 3 points. Le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'authenticité. Je trouve que l'authenticité, c'est vraiment ce qui aide le plus. Et même, je pense que pas que dans ce que je fais moi. Par exemple, quand tu regardes Ismaël Boudiaout, l'agent immobilier, lui, il est fort dans ce qu'il fait parce qu'il est authentique. Ouais, c'est vrai. Quand tu regardes ses vidéos, il parle aux gens comme il te parlerait à toi ou à moi, tu vois. On le connaît tous les deux, il est comme ça. Et c'est un gars, il sait que l'image, c'est important. Et c'est un génie dans ce qu'il fait parce qu'il se donne à fond et il est authentique. Et pour moi, il y a l'authenticité, il y a le travail. Et il y a aussi la discussion. Le travail, c'est indiscutable. On sait très bien pourquoi le travail, c'est indiscutable. Mais discuter, c'est important, en fait. Parce que
pour moi, c'est un métier dans lequel tu dois toujours être en quête d'amélioration pour devenir plus fort, déjà pour toi, et aussi pour proposer quelque chose de qualité au public qui vient de voir. Et je pense que vraiment, la discuter avec tes aînés, prendre des conseils, demander à un collègue, tiens, tu veux pas venir voir mon spectacle ce jour-là, comme ça tu prends des notes, tu me donnes des conseils, discuter de blagues avec tes collègues pour, tu vois, que eux te donnent leur angle, parce que comme c'est un métier où tu es souvent tout seul, tu as tendance à voir que par ton prisme, parfois, tu vois. Et comme c'est pas comme dans le rap où tu peux faire des featuring et échanger, bah t'es vraiment que dans ton prisme et tout, et ça peut te tuer. Donc discuter avec tes collègues, même discuter avec les plus petits, c'est tous ceux qui viennent d'arriver, tu vois. Dire ouais, comment tu vois le métier, cette blague elle est bien, qu'est-ce que tu en penses et tout. Discuter avec le public. Moi, chaque fois que je fais un spectacle, je sors directement, je vais voir le public, je dis qu'est-ce que vous en avez pensé. Je réfléchis même pas, tu vois. Qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que je peux améliorer. J'ai même pas le temps de sortir du spectacle, qu'il faut que je continue à écrire ce que les gens me disent. Et pour toi, quelle est la suite pour toi? La suite, c'est une très bonne question. Bah déjà, là on est fin mai et je suis un menteur. Parce que j'avais dit qu'après le Trocadéro, je prendrais une pause jusqu'à septembre. Et j'ai jamais autant joué qu'après le Trocadéro, tu vois. Parce que mon taux d'adrénaline, j'avais rempli une salle à 500 personnes tout seul, sans production, sans attaché presse. Ouais. Au Troca ici, sans attaché presse, sans rien. Je me dis après je serais fatigué et j'aurais besoin de souffler. Et c'est faux. En fait, ça m'a vraiment remis la rage où je me dis il faut retaper dedans, tu vois. Ici, regarde, le 27 mai, on joue ici avec la FVPH dans la très belle salle de l'Opéra Royal de Wallonie. C'est un truc de fou parce que j'ai joué avec des gens que je regarde depuis petit, tu vois. Sarah Grosjean, elle passe à la télé quand j'étais plus jeune. Cody, voilà, c'est une légende, on n'a même plus besoin de le présenter. Les frères Taloche, c'est eux qui organisent, c'est eux qui sont dans la FVPH. C'est eux qui ont la chance de nous donner l'opportunité de jouer ici. Bah, ils ont préparé plein de surprises pour ce jour-là et tout. Et tu vois, me retrouver sur scène avec ces gens-là, des gens que je regardais quand j'étais petit, dans une salle aussi belle que celle-ci le 27 mai, c'est une folie, tu vois. Ça doit être incroyable. Non, c'est une folie. Et c'est une folie. Et en vrai, c'est fou qu'on revienne à ça, mais dernièrement, je trouve qu'il y avait vraiment eu un avant et un après parce que comme ça commençait à bien marcher pour moi l'année passée, j'ai fait l'erreur, et plein d'entrepreneurs te diront pareil, l'ennemi de l'entrepreneuriat, c'est le confort. Quand tu commences à être trop confortable et que tu commences de plus en plus à atteindre tes objectifs, tu vas avoir tendance à lever le pied, à te dire je vais prendre un peu plus de vacances, tu vois ce que je veux dire. Moi là, l'année passée, quand ça commençait à aller bien pour moi et tout, je faisais des scènes un peu à gauche à droite, tranquillement. La radio, je travaillais de fou parce que c'était un nouveau truc aussi, et je pense que le fait que j'arrive à la radio l'année passée, ça m'a restimulé à fond parce qu'il fallait que je refasse mes preuves, fallait que, tu vois, c'est pour ça que j'adore ce métier. Il faut tout le temps de nouveaux objectifs. Il faut tout le temps de nouveaux objectifs, tu vois. Et l'année passée, c'est un bête truc, mais quand j'arrivais à la fin, franchement, j'étais au max. En plus, je me rappelle, c'était les ardentes et tout, je voulais pas en toucher une, tu vois. Ouais. Et à peu près à cette époque-là, bête truc, peine de cœur, tu vois. Peine de cœur. Et je sais pas pourquoi, comme dans Star Wars, quand Anakin il a perdu sa meuf, bah pareil, j'ai voulu conquérir la galaxie, tu vois. Je sais pas pourquoi, ce truc, ça m'a remotivé à fond, j'ai retapé dedans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les vidéos dans la voiture qui font des millions. J'ai vu, elles sont bien. C'est vrai, ça t'a fait. C'est la même meuf à chaque fois ou des différentes? C'est la même meuf à chaque fois. Il y a que dans les vidéos que c'est la même meuf à chaque fois. J'ai vu qu'il y avait le chien aussi. Le chien, ouais. Et en fait, c'est ce genre de concept qui me plaise, tu vois. Et prochaine fois, mets un chat. Je vais mettre un chat. Les gens, ils aiment bien les chats. C'est vrai que et sur internet, ça marche de ouf les chats. C'est vrai que j'aurais dû. Sur moi, ça marche bien. Et en plus, je voulais mettre je te jure, en fait, je trouvais que c'était plus marrant dans cette vidéo-là si je mettais une chèvre. J'en avais trouvé une, mais le fermier, il m'avait dit, frère, tu vas tuer ta voiture. Elle m'a dit, dès que tu vas fermer la porte, elle va tout casser. Et j'ai hésité et tout, mais j'ai dit, non, c'est bon, j'aime beaucoup ma voiture. Je peux pas faire ça. Mais revenons juste à un truc tout à l'heure. Tu as dit que tu as rempli une salle à 500 personnes sans attaché de presse. Ouais. Comment est-ce que tu as fait? Sans attaché, sans personne. Sans rien du tout, je l'ai fait tout seul. Tu m'as dit que tu l'as fait tout seul. Ouais. Donc, je reformule ma question. Comment est-ce que tu as fait pour remplir une salle de 500 personnes tout seul? En fait, c'était un objectif, tu vois. Je me suis dit, c'était en mai de l'année passée, je me suis dit, écoute, voilà, t'as 10 mois pour remplir la scène, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? J'ai pris un tableau, je l'ai coupé en deux, j'ai dit, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois pas faire. Je me dis qu'il fallait que je fasse une promo autre que les autres. Par exemple, aller dans les médias classiques traditionnels et tout, ça m'intéressait pas trop parce que je me suis dit que les gens, ils avaient beaucoup d'informations. Genre, il y a beaucoup d'humoristes qui viennent faire leur promo dans les médias classiques. Il y a beaucoup de musiciens qui viennent faire et je pense que les gens, à un moment donné, ils saturent un peu. Donc, je me dis, il faut que tu fasses ta promo tout seul. Donc, j'avais fait quoi, par exemple? Comme mon spectacle qui s'appelle C'est pas grave, j'avais été à l'UNIF et j'avais placardé sur plein de murs, tu vas rater tes études, c'est pas grave, et puis le lien de réservation.
Il y avait, par exemple, tu vois, c'était les élections Ouais. en mai de l'année passée. J'avais placardé plein de trucs où il y avait le visage des gens pour qui tu pouvais voter, des affiches électorales. J'avais dit, tu sais pas pour qui tu vas voter, c'est pas grave. J'avais été au Standard, j'avais écrit, on n'est toujours pas champion cette année, c'est pas grave, sur toutes les grilles c'est du bien, Standard. ça. Tu vois. Et ça, la vidéo, elle avait fait plein de bruit. Le tram, il n'était pas fini l'année passée, le tram n'est toujours pas fini, c'est pas grave. J'avais mis ça partout et ça m'avait fait. Franchement, au bout d'une semaine, un quart des places était déjà parti, tu vois. Parce que c'était un truc de promo qui avait fait parler les gens. Et puis j'avais fait un peu de promo sur la foire, j'avais fait un peu de promo à gauche, à droite et tout. Et ça s'est rempli hyper vite, en fait, tu vois. Ouais. Ça s'est rempli super vite. Et c'est ça qui ça a été le problème. Je pensais que ça allait être plus dur. Ah, Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Et donc, je me suis dit, bah, maintenant, il faut des nouveaux objectifs, tu vois. Et moi, je suis un mec sans objectif. Je sais pas vivre. Genre, je sais pas me contenter de ce que j'ai. C'est impossible, tu vois. et Genre- si tu devrais dire tes prochains objectifs vraiment que tu as en tête? Moi, j'aimerais bien remplir ce dessin. C'est ça? En 2030, j'aimerais bien faire ce dessin, ouais. Personne ne l'a jamais fait en humour, tu vois. Non. Personne ne l'a jamais fait. Je pense que là, c'est tout nouveau. Là, je sais qu'il y a un collègue à moi, un humoriste que j'embrasse. Je peux pas encore le dire. Parce que je pense que lui-même, il l'a pas encore dit. Il n'a pas encore annoncé qu'il allait faire aussi. C'est pas vraiment un stade, mais c'est un truc connu dans le sport en Belgique. Mais moi, j'aimerais bien faire ce dessin. C'est quoi, toi tout seul ou avec d'autres artistes? Tout seul, ça serait bien. Mais si je peux le partager avec d'autres artistes liégeois, c'est encore mieux. Le show de malade que ça pourrait être. Moi, pourrait être avec un Bakary, avec un Fresh et tout. Je pense qu'il serait trop chaud de le faire. Mhm. Mais tout le monde, t'imagines, tu demandes à tout le public de venir habillé en rouge et tout. La folie que c'est. C'est Ce serait historique. tout à fait faisable. Ouais. Le forum aussi, j'aimerais bien le faire avant 2030 et je pense qu'honnêtement, je le ferai. Mhm. Je vais refaire un Trocadéro aussi bientôt. Parce que j'aimerais. En fait, je pense que la chose la plus importante pour moi dans ma vie, avec ma famille, c'est ma ville. Je suis extrêmement fier de Liège. Et je suis content de pouvoir faire toutes ces choses ici, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent tu travailles beaucoup à Bruxelles, tu es tous les soirs là-bas, tous les matins là-bas, pourquoi tu vis là-bas? Je peux pas. C'est impossible parce que ça envoie le mauvais signal. Je trouve, par exemple, aux petits, tu vois. Moi, j'en voulais beaucoup aux artistes quand j'étais plus petit, que ce soit des Belges, des Bruxellois ou des Liégeois. Dès que ça cartonne en Belgique, ils partent à Paris. Il part direct. Mais non, tu dois rester. Même si tu dois faire les trajets, fais les trajets. Mais symboliquement, tu dois rester vivre ici. Je trouve, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un symbole important. Et si pour toi, c'est juste un déménagement, pour les générations d'après, c'est pas un déménagement. Donc Parce là, que tu dois rester ici, hein. Même si tu cartonnes maintenant, Je vais rester tu ici. dois rester ici. Moi, je vais rester ici. Pars pas à Dubaï, je sais pas. C'est vrai que tu me vois faire du copy trading à Dubaï. Salut les loulous. Ouais. Alors, si tu veux avoir plein de sous, clique sur ce lien. Celle-là, on va la garder. Tu dois rester ici, hein. Même Bah. si tu fais mieux Jamel Debbouze. Non, je Faut vais rester ici. Moi, je pense vraiment que je resterai ici, tu vois. Enfin, ici, dans la province de Liège, C'est tu compliqué. vois, on s'est compris. Parce que moi, à la base, je suis un gars de la province du Luxembourg. Mais je suis né à Liège, mais après, mes parents, ils ont déménagé dans la province du Luxembourg. Et pareil, quand j'habitais là-bas, je voulais pas partir. Parce que on a de la... En fait, on se rend pas compte de la beauté du pays dans lequel on vit. Il y a plein de défauts et tout, mais franchement, en termes déjà d'artistes, tu te rends compte de tous les artistes qu'on a ici, tous les artistes qui viennent d'ici. C'est vrai. Damso, Hamza, Alex Vizorek dans l'humour, Sarah Lélé dans l'humour, Nawel Madani, Cody, Sacha Ferré qui commence à péter, Peu qui commence à péter. C'est vrai. Tous ces gens-là qui sont à la FVPH en plus. Mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est fou. Et j'espère que tous mes collègues humoristes ou même tous mes collègues artistes resteront ici. J'espère aussi. Et ici, on est à l'Opéra à Liège. Est-ce que tu vas jouer ici ou pas? Ouais, comme je l'ai dit, je joue ici le 27 mai avec plein de collègues humoristes. Cody, Pierre Kroll. Il y aura plein de surprises aussi. Il y aura Sarah Grosjean. Ça va être génial, ça va être un beau show. Il avait fait l'année passée dans un autre endroit. Ils avaient prévu plein de surprises et tout. Le public était super content. Et je pense que cette année, ça va être la même chose, voire encore mieux, comme je suis là. Et tu penses quoi de la salle? C'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois que je viens ici, ouais. Je vais pas te mentir, je vais pas faire le connaisseur. C'est la première fois que je viens. Et franchement, je suis époustouflé. C'est quoi qui te choque le plus ici? La hauteur déjà. La hauteur du plafond, je pense que pour l'isolation, ça n'a pas dû être simple. Ça a dû être compliqué. Non, vraiment, c'est la hauteur et la beauté de la scène, tu vois. La beauté de la scène, je pense que pouvoir jouer là où il y a eu plein d'opéras, plein de pièces importantes et tout, ça va être fou. Et tu penses quoi du lustre? Le lustre magnifique. Illu Design, 22 €, tu as le même. Franchement, ouais. Je crois que même, c'est vraiment très, très... Franchement, tu sais où je le verrais bien celui-là? Au Odds. What? Au Odds, je le verrais C'est vrai? bien. Ils en ont Il pas fait un, une déjà. heure. Hein. Ils en Si, ont un. mais je le ramène celui-là. Ils vont être contents Odds, hein, quand je vais le ramener. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'avoir lui. J'avoue. Et c'est quoi le moment que tu as vécu le plus dur en tant qu'artiste? Il doit comme en avoir. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a des moments. Je pense que les moments qui sont plus durs en tant qu'artiste, c'est les moments de doute. Parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un métier où rien n'est sûr. Donc ça veut dire que là, je peux être bien, tout peut se passer bien dans ma carrière, mais demain, tout peut s'arrêter, tu vois. Parce que tu es remplacé par une nouvelle génération qui est plus forte que toi, parce que tu as des problèmes, parce que juste tu es moins fort, ça peut arriver, tu vois. Mais je pense qu'il y a des moments où j'ai douté et je me suis dit, je suis jeune, mais je suis peut-être déjà fini, tu vois. Je sais pas pourquoi, parce que je me sentais moins drôle, parce que j'avais des problèmes qui reprenaient le dessus, mais je pense que le moment le plus dur pour être précis dans ma carrière, c'était le moment où, dans mes études, ça allait pas, tu vois. Où les études reprenaient trop le dessus sur moi et tout, et ça me mangeait vraiment. Ça me mangeait vraiment physiquement, tu vois. J'ai perdu du poids, je perdais mes cheveux et tout, parce que ça me rendait malade. J'en voyais pas le bout, et je me dis, c'est bon, je serai plus jamais drôle parce que ça me rend trop fou, tu vois. Je dormais plus et tout. Mais je pense que le stand-up, ça a été pour moi une thérapie pour ça. Pouvoir parler de ces problèmes-là à des gens, les faire rire là-dessus et tout, pour moi, ça a été trop bien. Regarde, même d'en parler, j'ai le sourire, tu vois. Ouais. Mais après, je regrette pas du tout parce que je pense que ces moments-là m'ont rendu plus fort dans mon art et que c'était important de passer par là pour être, entre guillemets, aussi fort aujourd'hui. Et en tant qu'artiste, peux-tu me dire tes moments préférés? Mon préféré? Dans la rue, quand on te fait une photo avec toi? Ça, c'est toujours marrant. Ça, c'est toujours marrant. Surtout que je ressemble beaucoup à un autre humoriste qui s'appelle Tony Saint-Laurent. Je sais pas, tu vois qui c'est? Non. Et ça m'est arrivé une ou deux fois que les gens ils me disent, ah, t'es l'humoriste, je dis oui, et puis ils me disent, ah, Tony Saint-Laurent, et je fais quand même la photo. Si, je te jure, mec. Franchement, je te jure. Mais en fait, c'est bizarre parce que moi, comme j'ai commencé les vidéos très tôt, les gens m'ont reconnu très tôt, tu vois. Dès que j'ai commencé à faire des photos avec les gens, j'avais 15 ans, tu vois. Mais je pense que les moments les plus forts, vraiment, quand tu me poses la question comme ça, je pense que ça a été la première partie de Cody au Forum de Liège, au festival il y a 2 ans. C'était génial. C'était la première fois que je jouais devant autant de monde. Il y a de la famille à moi qui était venue. C'était Cody, pour qui j'ai un énorme respect et que j'aime énormément. Et c'était génial. Les gens, ils ont passé un chouette moment et tout. C'était trop bien. Je pense que, comme ça, je te dirais aussi, quand j'ai fait un plateau avec Paul Mirabel et Nawel Madani à Bruxelles, c'était génial, tu vois. Ma rencontre avec Paul Mirabel, c'est un gars de ouf. C'est vrai qu'il est drôle, lui. Ouais, il est drôle de ouf. On avait plein de points en commun et tout, on s'en est rendu compte, donc c'est cool. Et pareil, c'est un gars que je voyais 2-3 ans avant, tu vois, sur mon tel, à la télé et tout, et c'était bien. Je pense vraiment, un des moments qui m'a le plus touché dans ma carrière et que j'ai le plus apprécié, c'était mon premier jour à la radio. Ah ouais. Premier jour à la radio, c'était génial. Parce que tu découvres un nouveau monde. Moi, j'étais chroniqueur. Avant, j'étais chroniqueur sur une autre chaîne qui s'appelle BX1. Et quand je suis arrivé quasi la semaine d'après chez Tarmac, bah, je me suis dit, c'est trop bien. En fait, j'avais l'impression d'être dans un rêve parce que je pense que c'était un rêve secret que j'avais depuis plus petit. Et en fait, j'ai eu l'impression bizarre de genre, tu penses que t'es avec la femme de ta vie, et puis tu rencontres une autre meuf, et en fait, c'est elle la femme de ta vie, tu vois. Et c'est vraiment ça, la radio, c'est genre l'autre amour de ma vie, où je suis très heureux, j'ai rencontré des gens extraordinaires, tu vois. Je suis en co-animation tous les matins avec Alessia Lombardo, et Alès, ça a été ma grande sœur dans la vie, et à la radio aussi, parce que elle m'a épaulé, elle m'a encadré, elle m'a montré comment faire, parce que je suis arrivé, j'étais pas un animateur radio de fou, tu vois. J'étais le plus jeune, j'avais 22 ans, et 21-22 ans, et je viens d'arriver à la radio, et c'est des nouveaux codes, c'est du travail quotidien, c'était une autre structure, c'était une autre rigueur que j'avais pas. Et même Beba Storm, qui est un DJ hyper connu en Belgique, qui est le directeur de la radio, il a toujours eu aussi un peu ce rôle paternel avec moi à la radio, de me donner des conseils très bienveillants, de il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses attention à ça. Et ça a été 2 exemples pour moi très importants, tu vois. Et l'air de rien, Beba et Alès, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé à la radio et ils m'ont beaucoup aidé dans la vie aussi parce que les conseils qu'ils m'ont donnés, je les applique aujourd'hui et tout se passe bien. Et ça s'est passé comment ils t'ont contacté comment, Tarmac? Comment est-ce que Tarmac m'a contacté? C'est une très bonne question. Parce que je pense que Alessia Lombardo, avec qui je travaille, j'avais fait des émissions avant avec quelqu'un avec qui elle-même travaille, qui s'appelle Vincent Bilaroche, qui avait une émission. Il m'avait appelé une fois. J'avais été comme ça parce qu'à l'époque j'avais pas grand chose. J'avais été une fois, ça s'était bien passé. Puis il m'a rappelé 2 fois d'après. Et après, je pense qu'elle voulait co-animer avec quelqu'un à la radio. Il a proposé mon profil. On s'est appelé, on a discuté, ça a matché directement, tu vois. Directement, ça a matché. On a parlé de nos inspirations. Je n'oublierai jamais, j'étais dans le bureau de ma mère, j'étudiais. Elle m'a appelé. On a parlé de nos inspirations, on avait les mêmes inspirations, on kiffait tous les deux la même chose, on voulait faire tous les deux la même chose, on avait tous les deux la vision et l'idée des mêmes séquences. Du coup, je suis arrivé, j'ai fait mon test et c'est parti, quoi. Ça a dû quand même être une grande étape pour toi. C'était une super grande étape parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive dans ma vie et ça arrivait, je suis trop content.
T'es arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup et je suis trop content de le faire, tu vois. Et toutes les fois que tu as douté, là, ça t'a vraiment ça t'a reboosté. Ça m'a reboosté de ouf. Et même si là, je suis encore dans une période de doute, tu vois, parce que, enfin, c'est toujours des périodes de doute, ce genre de métier. Parce que tu dis, peut-être je me rends pas compte que je suis plus assez fort, peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un de meilleur, peut-être qu'ils m'aiment plus, peut-être qu'ils ont envie de changer et tout, tu vois. C'est pour ça que, du fond de mon cœur, j'espère vraiment avoir encore des belles années chez Tarmac, parce que j'espère vraiment voir grandir ce média et grandir dans ce média à fond, tu vois. Je veux vraiment être comme Lionel Messi au Barça. Je veux être, non, je te jure, je veux être là à fond et qu'on ait des belles années devant nous des deux côtés. Et du moment qu'ils sont contents de moi, moi je serais content de rester là, tu vois. C'est vrai que Lionel Messi au Barça, tu pourrais être aussi Lamine Yamal au Barça actuellement. Bah, franchement, j'aimerais trop. Attends, on n'a pas vu le reste. Hein. Il est trop fort. Il est trop fort, c'est extraordinaire. Franchement, ce jour-là, c'est incroyable. J'espère que c'est pas lui qui aura le ballon d'or, mais qu'est-ce qu'il est fort. Pourquoi? Dembélé, je veux que Dembélé. Je suis un fan du PSG, moi, mec. Ouais. Ouais, frérot, le PSG, je suis parti les voir. Bah, tu vois, ça, typiquement, moi, j'ai jamais. T'as été voir Paris Paris-Arsenal. Paris-Arsenal. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, moi, j'ai jamais été un mec. Jamais de la vie, j'ai été un mec qui aime acheter des grosses voitures, des grosses montres, des vêtements chers, partir en vacances, payer des bouteilles et tout. Déjà, je bois pas d'alcool, c'est ridicule. Et c'est ridicule, mais tu vois, je me suis dit pourquoi pas aller me faire un kiff et tout. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, tu vois. Parce que vu que je suis indépendant, que comme je te dis, j'ai la radio, le stand-up, et que j'ai aussi un autre business d'image et de marketing sur le côté, dernière fois que je suis parti en vacances, c'était en 2022, je crois. Ah ouais. Parce que j'ai vraiment la tête dans le guidon et tout. Et quand mon pote m'a dit frérot, faut qu'on y aille, je dis oui, faut qu'on y aille, on va y aller. Et quoi, Dembélé était si fort que ça quand Ouais, tu sais que quand il est rentré et qu'il s'est échauffé, tout le stade a crié comme Messi. Tu vois la vidéo de Messi où il fait ça, Ouais. où il rentre, il s'échauffe et qu'il court. Bah lui pareil, il est rentré, il s'est échauffé, tout le monde a hurlé. À ce point-là? Ouais, mais mec, franchement, si le PSG gagne la Ligue des Champions, déjà c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Ouais. Si ma future femme voit ça, je suis désolé, mais des mariages, il y en a plein. Le Paris qui gagne la Ligue des Champions, ça arrivera qu'une fois, je pense. C'est vrai que ça serait bien, il mériterait quand même. Ouais, pour le parcours et même pour l'équipe, tu vois, on n'a jamais été aussi fort, je trouve. Mais je pense que ce sera Lamine Yamal, le Ballon d'Or. Tu crois? Sûr et certain. Sûr et certain. Bah ouais, il est trop fort. Il a encore marqué 3 goals, là, il s'amuse. Il joue à FIFA, lui. Il joue à FIFA. Hein. Mais après, pour moi, le Ballon d'Or, parce que d'ailleurs, j'ai commenté le Ballon d'Or, bah, ça aussi, c'est un truc de fou. Je suis un fan du PSG depuis que je suis petit, et j'ai commenté le Ballon d'Or avec Thomas Meunier cette année. Oh, Ouais, et on a gaulerie de fou, on a rigolé de fou tous les deux. ça veut dire rigoler. Non, moi, c'est de Vinicius. Ouais, en plus, on était surpris, tu vois. On était surpris de ce qui se passait. Et alors que moi, c'est un joueur, je devais regarder jouer la Ligue des Champions avec mon club, avec mon père quand j'étais petit, tu vois. Donc c'est une folie d'être à côté de lui et de parler que maintenant on s'entende bien et tout, c'est cool. Et sans travail, c'est impossible de te dire ça. Et c'est pour ça que maintenant, quand je regarde le Salim d'il y a 4-5 ans, je me dis, mais Ouais. Dieu merci, Dieu est grand, tu vois. Marc, toi, en tant qu'artiste, tu dois sûrement rencontrer beaucoup de personnes connues. C'est qui lequel qui t'a vraiment le plus marqué? Le plus marqué, la personne connue qui m'a le plus marqué, c'est une bonne question. Je pense que Vincent Taloche. Parce que à chaque fois que je le croise, il me demande si j'ai pas 50 €, donc je suis un peu. Non, Vraiment? c'est pas vrai. Ah. Non, mais bien sûr, les Taloche, j'ai eu de la chance de travailler avec eux plusieurs fois et tout. Et on se rend pas compte à quel point c'est des sommités et des entités importantes culturellement pour la Belgique. Je parle pas que du stand-up, hein, je parle de culturellement. Ils se battent vraiment pour la culture, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, mais ils se battent vraiment et je le vois. Et les discussions que j'ai avec eux, je vois qu'ils sont sincères dans leur démarche et qu'ils veulent vraiment nous aider au maximum et qu'ils se battent vraiment pour ça. Mais Orban, je pense que la personne qui m'a le plus marqué, je le dis à chaque fois, c'est fou, mais c'est Nawel Madani. Ouais. C'est Nawel Madani, tu vois. Avoir été près d'elle, l'avoir travaillé, mec, c'est extraordinaire. Quand tu parles de l'avoir travaillé, c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, nous, on se dit toujours, ouais, t'es arrivé, tu lâches de blagues un peu comme ça. C'est quoi derrière, en fait? Il y a quoi derrière C'est du travail, hein. qu'on ne voit pas? Bah déjà, physiquement, il faut être prêt, parce que pour tenir plus d'1 heure sur scène, on ne dirait pas, mais tu vois, faut le faire. Ouais, faut faire du sport. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire du sport en même temps que ma tournée. Ah. Parce que je savais que j'allais pas tenir, tu vois, et que même ça dépend de ce que tu fais. Mais moi, je bouge sur scène, j'ai des personnages et tout. Parfois, il y a des danseurs qui viennent et tout, donc c'est énergétique, tu vois, il faut de l'énergie. Le sport, ça m'a aidé à tenir le coup et ça m'a donné aussi une rigueur et une vivacité d'esprit. Parce que comme je fais beaucoup d'impro, j'ai besoin que mon cerveau il soit toujours en marche. Donc ça m'a aidé de fou. C'est du travail d'écriture, c'est beaucoup de travail de répétition. On se regarde beaucoup. Franchement, il faut s'aimer pour faire ce truc parce que tu es tout le temps avec toi-même et surtout que pour les débriefs, tu te regardes et tu prends des notes de ce qui n'a pas été, de ce qui a été, de ce que tu veux améliorer et tout. Donc on ne dirait pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup. En vrai, c'est beaucoup de travail. Tu vois. J'ai vu que tu fais un peu de boxe aussi.
Ouais, je suis nul de ouf. J'ai cru que tu allais te lancer dans le MMA, comme tout le monde. Non, impossible. Black M, il a commencé, t'as vu? Qui? Black M, il a commencé. Il a commencé le MMA. Black M, il a commencé le MMA, ouais. Je te savais jure. pas. Mais j'espère qu'il sera meilleur dans son prochain combat que dans son dernier album. Ah, Mais, pas bon. mais non. En fait, ça m'aide beaucoup, tu vois. Le Et sport. tu fais quoi comme exercice du sport qui est vraiment relatif avec ça? De la marche rapide? Je fais de la course, j'ai commencé la course à fond. J'ai commencé pour avoir un bon cardio, tu vois. Je voulais aussi, je vais pas te mentir, je voulais aussi changer physiquement. Donc j'ai commencé à prendre un coach qui s'appelle Anas, que j'aime beaucoup, qui est un coach liégeois, qui lui aussi il a une histoire de fou et qui est très fort dans ce qu'il fait, qui est très ciblé, qui est beaucoup à l'écoute et tout, qui m'aide beaucoup. Je pense que sans lui, c'est fou, hein, mais je pense vraiment que le sport, comment lui me l'a entre guillemets enseigné, mentalement ça m'a développé de fou, tu vois. Mentalement et physiquement ça m'a développé de fou. Donc on travaille le haut du corps beaucoup, parce que je vais pas te mentir, j'étais un peu complexé par le haut de mon corps. Et on travaille le haut du corps, les épaules, etc. Là, comme tout va bien dans ma tête, j'ai repris du bide. Donc faut que je refasse une petite dépression. Ouais. Mais ouais, on travaille. C'est avec lui que je fais de la boxe aussi. Avec lui? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu as fait tes vidéos, etc., que tu as un peu taclé quelqu'un, qu'après on t'en a un peu reproché ou qu'on est venu te parler ou quoi? En fait, l'impro, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Faut vraiment sentir la personne, faut vraiment sentir les gens et savoir si tu peux aller loin ou pas. Parce que parfois, je vais très loin, tu vois. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore sortie où il y a un couple de personnes qui étaient juives, tu vois, de deux personnes juives qui étaient dans mon public et tout, qui étaient à mon spectacle. Et j'ai un sketch sur le conflit israélo-palestinien. Et je parle de ça, je suis engagé sur le truc et tout, donc j'en parle. Et plus tard dans le spectacle, je leur parle, ils me disent ouais, voilà, tous les deux on est juifs et tout. Du coup, je fais de l'humour avec eux avec ça. Mais dans la vidéo, je vais super loin avec eux, tu vois. Je les vanne vraiment, on va super loin dans la vanne, on fait des trucs. Et ils n'ont pas été vexés du tout, ils étaient morts de rire à la fin, ils sont venus me remercier. Pareil, une fois, je fais un sketch sur mon père, je parle à une fille dans le public. Dommage, j'ai pas filmé ça, c'était incroyable. Je parle à une fille dans le public, je lui dis ouais, et toi, comment ça se passe avec ton père et tout. Elle dit mon père, il est. C'est horrible. Il dit mon père, il est mort, tu vois. Ah. Il s'est suicidé. Donc, refroid dans la salle. Et elle dit ouais, voilà, il s'est suicidé, il s'est pendu et tout. Donc, vraiment froid dans la salle. Et je dis, et il faisait quoi ton père dans la vie? Elle dit, bah, il était magicien. Et je dis, bah, je suppose que son tour préféré, c'était le coup du lapin. Tu lui as dit ça? Ouais, je lui ai dit ça. Et elle a dit quoi? Elle a pété de rire et tout le monde a pété de rire. Ah, elle a rigolé aussi? Ouais, parce que je sentais qu'elle voulait en parler et que, en fait, quelqu'un qui veut pas te dire que son père est mort et quelqu'un qui veut pas que tu fasses de vanne dessus, il va te dire, tu vas dire ton père, Ouais. elle va dire autre chose. Elle va dire, mon père, il est pas là, un truc. Mais quelqu'un qui te donne la matière pour que tu fasses une vanne, tu dois le faire. Et puis là, je me suis dit, magicien, suicide, c'est une faute professionnelle. Franchement, c'est fort. C'est une faute. Tu vois, pareil, elle est horrible, ça. Elle est propre de ouf. Celle-là, elle était belle. Le coup du lapin. Ouais, non, j'ai rigolé. Tu vois, il y a une fois, par exemple, je fais mon spectacle et je l'ai raconté il y a pas longtemps, mais à la fin, standing ovation, tout le monde se lève parce que je suis un mec extrêmement talentueux, si vous n'avez pas compris. Ah. Tout le monde se lève et il y a quelqu'un qui se lève pas. Et comme Kanye West, il y a en fait quelqu'un se lève pas. Je dis pourquoi tu te lèves pas? Elle dit bah parce que je suis en fauteuil roulant, tu vois. Là un peu froid dans la salle et je dis bah mets-toi par terre et fais le serpent. Non. Et elle a pété de rire, tu vois. Elle a rigolé. Ouais, elle a rigolé. Mais en fait, faut sentir. Tu vois, faut sentir. Par exemple, une fois, cauchemar de plein d'humoristes, c'est parfois t'acceptes, et moi je l'accepte encore de temps en temps parce que ça me fait du mal, et se faire du mal, ça fait du bien dans ce métier, parce que quand tu commences à monter, prendre une patate pour te redescendre sur terre, c'est chouette, je suis désolé, mais c'est chouette. Donc elle me dit, ouais, je fais mon bail et tout dans une chicha. C'est ça, tu vois. Je vais dans une chicha, ce qui fait mal. Flo, il rigole, parce qu'il m'a déjà vu dans une chicha, et je vais dans une chicha et tout, et ça prend pas du tout, parce que les gens, ils sont là, ils fument, ils s'en foutent de toi, tu vois. Et comme dirait Walid Saks, les gens dans les chichas, ils ont trop de vécu pour dahak, tu vois. Ils sont pas là pour rigoler. Et à un moment donné, je vais voir un gars et tout, je dis, tu fais quoi dans la vie, toi? Il me dit, je suis boxeur. Je dis, tu veux que je te montre? Il m'a enchaîné une patate dans le bras. Pah! Je te jure, sur ma vie. Mais lui, il faisait ça pour rire, tu vois. Parce qu'il s'est dit, ouais, c'est un comique, on va rigoler. Il a une patate. Et là, tout le monde s'est retourné en mode, moi, j'avais très mal. Mais lui, il m'a pas, tu vois, j'ai senti qu'il m'a frappé gentiment, tu vois. Puis après, il a rigolé avec moi, il m'a tapé l'épaule et tout. Là, j'ai eu l'attention des gens. Ah, ils ont rigolé? Ouais, ils ont rigolé. Moi, je voulais mourir, mais lui aussi, il a rigolé, tu vois. Il était en mode, ah, c'était un super show et tout. Mais parfois, tu sais pas comment les gens ils vont réagir. Avant de faire tes shows et ça, tu passes pas un peu devant des personnes ou qui disent ah ça c'est drôle, ah ça moins. En fait, Non. moi, je suis têtu de ouf. T'écris et puis fou. Moi, je suis têtu de fou. Il y a des blagues
ouais, parfois je demande parce que j'ai un doute. Il y a des blagues, je sais que c'est marrant. Je sais que c'est drôle, je sais que ça va prendre et tout. Et quand la blague, elle passe pas, et que les gens, ils rigolent pas, je me dis, c'est pas la blague qui est drôle. C'est comment je l'ai tournée. Ouais. Tu vois, il y a une blague, frère, pendant 3 ans, je n'arrivais pas à bien la mettre. Et finalement, je l'ai bien mise il y a 2-3 semaines. C'est une de mes blagues préférées. Laquelle? C'est une surprise. Faut la voir pour. Faut voir mon spectacle pour comprendre. Ok. Je la verrai. T'as vu comme je suis fort en promo? Venez voir mon spectacle si vous voulez voir ces fameuses blagues. Je remarque aussi qu'il y a ces derniers temps beaucoup d'artistes qui sont en train un peu de sortir de partout, qui utilisent pas mal les réseaux sociaux. Est-ce que tu es soutenu par une organisation ou quoi que ce soit? Non. En vrai, en tant que moi-même, je suis pas soutenu, tu vois, mais j'ai de la chance, comme j'ai dit, d'être dans la FBPH, donc la Fédération Belge des Professionnels de l'Humour, qui, quand on a des demandes ou des requêtes pour des trucs et qu'on pose la question, oui, ils nous aident, tu vois. Ça a été fondé par un des frères Taluche. C'est notre présidente, elle s'appelle Isabelle. Et oui, quand on a des demandes et tout, ça nous aide. Mais par contre, pour les trucs un peu plus de tous les jours, etc., eux, ils peuvent rien y faire parce que s'ils font ça pour tous les artistes, ils s'en sortent plus, tu vois. Comme on est plein d'adhérents à la FBPH, donc moi, je pense mon meilleur soutien, et c'est pas égoïste de le dire ou autre chose, mais mon meilleur soutien, c'est entre guillemets moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un peu une vanne, mais je finis chacun de mes spectacles par me remercier moi-même, mais je le pense un peu. Parce qu'en vrai, tu vois, on a tendance un peu dans notre société à dire que c'est toujours la faute des autres, quand un truc se passe. En fait, on repousse toujours la responsabilité. Ouais, si ce que je fais, ça marche pas, c'est parce que je suis pas assez soutenu. Ouais, si ce que je fais, ça marche pas, c'est à cause de l'autre et tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut se voir soi-même. Ouais, vraiment, 90% du temps, quand tu fais un truc et que ça marche pas, le seul responsable, c'est le gars devant ton miroir. Ouais, c'est Le toi. seul responsable, c'est toi. Et tu dois réfléchir. Et l'énergie que tu vas pas mettre à dire c'est à cause des autres, c'est à cause de Chick, c'est à cause de lui, parce qu'il a pas fait ça, parce que vous partagez pas, parce que vous êtes des rageux, et si tu prends cette énergie et que tu réfléchis à comment améliorer ton bail, ça va marcher. Je suis tout à fait d'accord, je pense pareil. C'est vrai? Ouais. Comme tu J'ai connais. cru que tu allais me dire le soutien des chichas aussi. Je vais pas mal. Ah non, frère. Ça, heureusement. Mais heureusement que je les avais à un moment donné. Hein. Ouais. T'as joué dans quel bar? Le Monarque. J'ai joué au Monarque, j'ai joué dans un bar à. J'ai joué dans un bar à Bruxelles qui s'appelle l'Avenue, je pense. Mais le Monarque, j'ai joué là-bas. Et c'est ça qui est dangereux parce que. Et franchement, les risques, t'imagines, j'ai joué dans des chichas à 21 ans, mais avec des gens que je connaissais autour de moi, donc c'est encore pire. Chicha, Et surtout, après, ils vont dire putain, le gars là, il fait genre, il est connu. Est-ce que tu sais vivre de ton métier? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, pour le moment, oui. En tout cas, pour le moment, je sais en vivre et c'est une richesse de fou. Mais en fait, je pense que l'humour malheureusement, j'ai beaucoup de collègues qui s'en rendent pas compte. Tu dois pouvoir faire du 360 avec. Donc, tu dois savoir être fort sur les réseaux parce que les réseaux, ça peut ramener des sous. Tu dois savoir être fort sur scène. Tu dois savoir être fort dans les médias. Comme ça, les médias, ils t'appellent pour faire des projets. Que ça soit en tant qu'humoriste, mais en tant que producteur aussi, tu vois. Et tout ça, en fait, le fait que l'humour, ça soit juste un strapontin et pas ton échafaudage, putain, elle est belle cette métaphore. Oui, ça va te faire vivre. En fait, le fait que tu utilises l'humour comme un échelon et que tu fasses pas que du stand-up et que tu utilises ça pour pouvoir te vendre sur d'autres projets, oui, tu vas pouvoir en vivre, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que moi, dans ma boîte, je fais de l'écriture publicitaire parce que si les gens savent que j'écris bien pour le stand-up et que j'écris bien pour d'autres gens, parce que je suis aussi auteur, tu vois, j'écris pour des projets, pour les projets d'autres gens, pour le spectacle d'autres gens, pour le sketch d'autres gens, etc. Le fait que je fasse ça, les marques se disent, s'il a écrit tel sketch qu'il a marché, peut-être que pour notre campagne de pub, on va lui faire confiance. Une autre question. Tu m'as dit que tu as commencé à 8 ans, Ouais. quand tu étais tout jeune. C'est quand la première fois que tu as gagné de l'argent avec la comédie? Première fois que j'ai gagné de l'argent avec la comédie, il y en a eu 2. Ça a été en 2 étapes, c'est marrant. Pardon, il y en a eu 3. La première, c'est un truc tout bête, quand le Otakos il est ouvert ici et qu'il voulait tu vois, des personnalités un peu liégeoises pour venir, j'avais été. Je peux te dire, j'avais gagné 150 € à l'époque, j'étais millionnaire dans ma tête. J'étais millionnaire. Et c'était à quel âge ça? 16 ans. 16 ans. Après, bon, tu vois, il y a des trucs, je faisais des concours d'humour, je gagnais des bons à la FNAC et tout, quand j'avais 14-15 ans. Et après, je pense, c'est fou, la première fois que j'ai gagné de l'argent vraiment sur scène, c'était sur un plateau à Liège, tu vois, qui était organisé par des gens que je connaissais et tout. Pareil, 80 € j'avais touché, je me rappelle, pour 10 minutes de blague. Je me dis, mais c'est génial. 80 € pour 10 minutes de blague en liquide, j'avais l'impression que j'étais le roi du pétrole, tu vois. Donc ça fait presque 10 heures de travail pour gagner 150 €, 80 €. 230 € en 10 ans. Il fallait vraiment Le vouloir. Hein. le vouloir. Ouais, il fallait le vouloir. Et après, j'ai continué. Et ce qui est drôle aussi, c'est mon premier vrai placement
mon vrai premier placement sur les réseaux, je m'en souviens, c'était pour une marque allemande. Et là, c'était payé 600 balles. C'était payé 600 balles, je m'en souviens. Je me souviens que c'était payé 600 balles. Je me souviens qu'à l'époque, c'était payé 600 balles. Et je me souviens que j'étais avec ma meuf de l'époque. Et genre, pour lui montrer que j'étais, tu vois, que je commençais à gagner de l'argent et tout, je me rappelle quand on était parti à Disney avec cet argent-là. Je me souviens que j'avais fait ça direct avec l'argent. J'avais touché l'argent, on était parti à Disney. Putain. Donc 10 heures de travail pour gagner 230 euros. C'est fou, hein. Ouais, Mais vraiment. j'étais animé par ce que je voulais. Et aujourd'hui, heureusement, je gagne plus que 230 euros tous les 10 ans. J'espère pour toi. Sinon, tu n'aurais pas été voir Paris-Arsenal. 22 euros les places, écoute. Et un jour, est-ce que tu comptes aller dans le cinéma? Peut-être faire un petit film ou quoi, qu'on te verrait dans des extraits? C'est marrant que tu me poses la question parce que je pensais pas. Et puis là, on m'a appelé, quelqu'un que j'aime beaucoup m'a appelé pour me proposer quelque chose il y a quelques jours. Et je pense que je vais dire oui. Et c'est pas encore que je vais dire oui, donc ça se trouve, il va le découvrir maintenant. Mais honnêtement, parce que c'est lui et parce que je suis un mec curieux, tu vois. Par exemple, la radio, c'est pas un truc, c'était pas inné. Je voulais vraiment le faire, mais c'était pas inné. Ça s'est présenté, je suis très heureux. Donc là, je me dis peut-être, peut-être voir ce que ça donne et peut-être le faire. Lamine Yamal va gagner le Ballon d'Or. Non, je pense pas. Je pense Si. pas. Tu sais que Olise du Bayern, il a marqué plus que lui. Hein. Comment ça? Ouais, Michael Olise du Bayern, il a mis plus de buts cette saison Ouais, que. mais il a Lamine gagné Yamal. quoi? Bah, il a gagné la Coupe d'Allemagne et la Bundesliga. Lamine Yamal, il a gagné quoi? Il a gagné la Coupe La Liga. d'Espagne Bah, et la Liga. Comme Michael Olise. Donc pourquoi tu lui donnes? Ouais, parce qu'il est trop fort, il est plus jeune et il faut donner aux jeunes. Faut donner. Toi, Il faut donner aux t'es un jeunes. fan du Barça. Non, mais en fait, tu vois, ça serait trop beau qu'il ait, tu vois, pour moi, L'image. personne, non, pas l'image. Lui, s'il remporte le Ballon d'Or, tout le monde peut croire à tout dans la vie, je trouve. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. S'il remporte le Ballon d'Or à 17 ans avec un salaire à 2 millions d'euros par an, c'est du jamais vu. Tu peux regarder le salaire, j'ai réfléchi à ça hier. Le salaire des joueurs quand ils ont leur Ballon d'Or, il n'y en a pas, il est en dessous de 10 millions. Mais tu sais que pour moi, S'il le fait, tout le monde peut croire à n'importe quoi. moi, si Dembélé il l'a, tout le monde peut croire à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dembélé, il y a 2 ans, tout le monde disait il est trop nul, il fout trop le haine, il n'en met pas une et tout. Et maintenant, remontada, ça va être peut-être le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est lui la tête de proue de Paris, alors qu'avant c'était Mbappé et qu'il n'était pas amené à être une grande star. S'il gagne le Ballon d'Or, tous les gars qui croyaient plus en eux, ils vont croire en eux. Alors que, tu sais quoi? C'est peut-être possible. Si Lamine Yamal il gagne, peut-être ça fera le contraire parce que les gens vont se dire putain, il a 18 ans, il a un Ballon d'Or, moi j'en ai 24, je suis nulle part. Alors que Dembélé sera le contraire, ils vont plus se voir vers le futur, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, cette personne devra se regarder dans la glace, comme tu l'as dit. Exactement, ouais. Et pas dire c'était à cause de Lamine C'est Yamal pas que à je suis cause de pauvre. ça, j'ai pas réussi parce que mes parents m'ont pas amené au foot. Ouais. Blablabla. Il va se regarder dans le miroir et voilà, il va peut-être se dire, c'est possible. Non, c'est ça, c'est ça. C'est une belle conclusion, moi je suis content. Moi aussi. Merci beaucoup Ahmed, c'était génial. Merci à toi aussi. Franchement, c'était magnifique.